Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Nous voilà à nouveau à Strasbourg pour une session un petit peu plus animée que d'habitude. On voit que les élections approchent, ça crée l'effervescence chez les membres de cette assemblée. Ne boudons pas notre plaisir. Commençons par le cas du rapport Ezrella. Je crois que c'est grâce à vous qu'il a été renvoyé en commission, un petit peu à la surprise générale. Oui, on peut le dire quand même, parce que, d'abord, si je ne le dis pas, on ne le dira pas à ma place, et ensuite parce que, je pense que le site même du Parlement européen, où l'on peut voir ces débats, en atteste. Il s'agissait de voter l'abominable rapport Estrella. Je rappelle que ce rapport Estrella est très représentatif de ce que le regretté pape Jean-Paul II appelait la culture de mort. Rien n'y manque, à peu près, l'avortement gratuit, laïque, obligatoire pour tout le monde, l'impossibilité de faire jouer la clause de conscience, la négation absolue de la souveraineté des États membres, l'effroyable théorie du gender, l'endoctrinement des jeunes, la promotion du LGBT, lesbiennes, gays, bi, transsexuels, etc. Enfin bref, ce rapport est un rapport idéologique, totalement contraire aux véritables valeurs de l'Europe. Il allait être voté et summum du courage politique pour ces gens-là qui sont quand même de l'establishment, le conservateur britannique, M. Fox, avait demandé de façon assez pitoyable, il faut le reconnaître, qu'en vertu d'un article 162 du règlement de ce Parlement, que le président du Parlement, c'est-à-dire le socialiste Martin Schulz, veuille bien considérer qu'il y avait trop d'amendements et que de ce fait, le vote sur ce texte soit renvoyé à une session ultérieure. Bon, c'était exactement demander au bourreau de bien vouloir arrêter le fonctionnement de la guillotine. La présidente de séance a rejeté cette proposition, mais elle avait été formulée en termes si confus que j'ai cru et fait croire par la même occasion à mes collègues qu'il s'agissait d'une demande de renvoi en commission en bonne et due forme émanant d'un président de groupe. Et en dépit de l'attitude assez fuyante, c'est le moins qu'on puisse dire de M. Fox, ce point de vue a prévalu. La présidente de séance, dans un tumulte général, et pour en sortir, a mis aux voix la proposition de renvoyer ce texte en commission. Et cette proposition, ça a sans doute ravivé le courage, mon Dieu, du groupe PPE, c'est-à-dire du groupe démocrate chrétien, qui est peut-être démocrate mais qui n'est pas du tout chrétien, et de quelques autres, ce qui nous a donné une majorité pour faire en sorte que ce texte ne soit pas voté, et ceci à la grande fureur de son rapporteur, je devrais dire de sa rapporteuse, pour respecter justement la théorie du genre, et de la majorité des députés de gauche et d'extrême gauche, et libéraux d'ailleurs aussi, de ce Parlement qui était en faveur du vote de ce texte abominable. Alors ça n'est jamais qu'un petit peu de temps gagné. Nous verrons ce qu'il en sera la prochaine fois ou la fois d'après, mais à chaque jour suffit sa peine, et ça montre au moins que ce texte, encore une fois effroyable, ne passe pas comme une lettre à la poste dans ce Parlement prêt à avaliser toutes les turpitudes. À partir du moment où quelqu'un, effectivement, a suffisamment d'expérience pour saisir les opportunités et de courage pour intervenir. Oui, le règlement, c'est l'arme des minorités. Et je dois dire, dans ce domaine aussi, ma formation juridique est d'un certain secours, heureusement. Autre fronde et vote inattendu ce midi, cette fois, la demande de suspension de l'accord SWIFT qui lie l'Union européenne et les États-Unis, qui n'est pas un accord anodin puisqu'il s'agit de transmission de données financières à destination des États-Unis. Oui, comme vous le savez, l'agence de renseignement américaine, NSA, a de façon tout à fait illégale espionné, et continue sans doute d'ailleurs d'espionner, les conversations, y compris privées, de millions de citoyens européens. Et ceci est d'autant plus choquant que, théoriquement, les États-Unis sont nos alliés et que je crois que cela sert à des renseignements également d'ordre commercial. Et c'est une très mauvaise manière qui a été dénoncée par deux personnes auxquelles nous n'avons pas consenti l'asile politique, ce qui est un véritable scandale, alors qu'on reçoit n'importe quel réfugié politique, et généralement des dizaines de milliers de réfugiés politiques bidons,
à commencer par la famille de la jeune Leonarda, par exemple, qui a vécu aux frais du contribuable français, toute cette famille pendant 5 ans, alors qu'il n'avait aucun titre à prétendre à l'asile politique. Bon, eh bien, nous n'avons pas accordé l'asile à ceux qui ont révélé ce scandale. Mais le scandale prospère, et il faut dire que la majorité du groupe PPE est inconditionnellement pro-américaine. Je ne suis pas l'ennemi du peuple américain, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que les intérêts du gouvernement de Washington soient exactement les nôtres. Je ne suis pas d'ailleurs certains, même qu'ils soient toujours ceux du peuple américain, des fermiers du Middle West ou autres. Alors, il fallait marquer le coup. Et je dois dire que notre vote, là aussi, une minorité de députés nationaux de droite nationale qui ont voté, qui n'ont pas craint de voter comme d'autres élus de gauche ou d'ailleurs pour suspendre en mesure de rétorsion ces fameux accords SWIFT qui permettent aux États-Unis, sous prétexte là aussi d'enquêter contre le terrorisme, de connaître l'état des comptes bancaires pratiquement de tous les ressortissants européens, car vous savez, SWIFT, c'est le mécanisme qui permet les transferts de fonds internationaux. Le problème étant qu'on est obligé de donner la totalité des comptes SWIFT. Alors, cet accord a été suspendu aux grandes dames de ceux qui sont des inconditionnels des États-Unis d'Amérique, quoi que ceci fasse. C'est une mesure de suspension, ce n'est pas une mesure d'abrogation définitive. On nous a dit, mais c'est pas bien parce qu'on est en train d'enquêter, puis on va rencontrer les Américains, on va discuter avec eux. Ben, moi, je préfère que les Européens discutent en position de force, précisément, et en montrant par un acte de fermeté qu'ils ne sont pas prêts à se laisser faire. Les accords ne sont pas tout à fait suspendus, c'est une demande du Parlement européen, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez absurde de critiquer les agissements de la NSA et de donner en toute légalité une partie des informations de façon volontaire au même service américain. Au moins une absurdité qui aura été dénoncée. Autre vent de révolte sur l'Assemblée, alors cette fois dans un très mauvais sens, celui du budget, puisque il semble que les seules institutions qui s'affranchissent de l'austérité qui règne partout ailleurs en Europe soient les institutions européennes. Absolument. Et les institutions européennes réclament toujours plus d'argent, alors qu'on sait qu'elles n'en font pas toujours un bon usage. Ne serait-ce par exemple que le financement des associations politiques au niveau européen. Nous avons voté contre, au bout d'un certain nombre d'années, nous réalisant que nos concitoyens étaient obligés par leurs impôts de financer des gens qui leur crachent à la figure quotidiennement, en quelque sorte. Nous avons créé nos propres organisations, tout ceci pour une aumône, et ici on trouve que c'est encore trop, et on voudrait nous en priver. Le Parlement européen, c'est le grand gala de charité organisé au profit de qui? Au profit des organisateurs de galas. Voilà. Donc je crois qu'il y a un détournement, mais comme il y a dans cette Assemblée une dynamique de groupe, une ivresse de pouvoir et de compétences, on a été très content de bloquer le budget pour demander plus. Alors ça va donner lieu quand même, avec le Conseil représentant les États membres, éventuellement la Commission, à des discussions de marchands de tapis. L'Europe n'est quand même pas, comme les États-Unis, au bord de la cessation de paiement. Voilà. Mais de toute façon, les seules victimes sont les contribuables européens. Vous parliez de Leonarda tout à l'heure. Ici aussi, on s'occupe beaucoup d'immigration. On a adopté par exemple ce midi une résolution suite au drame de Lampedusa qui, pour le moins qu'on puisse dire, est une fermeté toute relative. C'est décidément, c'est effectivement parce que c'est en Europe, c'est au niveau européen qu'on décide de la politique de l'immigration. La tendance majoritaire pour le moment de ces institutions, qui est une tendance idéologique, elle est massivement mondialiste. Ils sont totalement en faveur de l'universel brassage des personnes humaines contre les nations, des marchandises contre les productions nationales et des capitaux, des capitaux étrangers, dont les raids peuvent évidemment s'approprier ce qui nous reste d'appareils productifs. Et j'étais encore hier invité ici même au Parlement de France Inter
dans un débat avec mon collègue libéral italien Gardini et l'écologiste français Jadot. Ils sont à tout craint immigrationnistes. Ils vous expliquent qu'il n'y a pas d'immigration, que d'ailleurs, s'il y en a, elle nous rapporte de l'argent. Ces gens-là ne se sont jamais promenés dans nos villes, dans nos banlieues, pour voir le problème que constitue progressivement une immigration de peuplement. Ils nous expliquent qu'en Australie, au Canada, aux États-Unis, tout cela est extraordinairement, le phénomène migratoire est extraordinairement bénéfique, en oubliant, comme l'avait dit Jean-Marie Le Pen, que nous sommes les représentants des indigènes. Je ne pense pas que l'immigration zaïroise au Canada soit une bonne chose pour les Algonquins, ni que l'immigration des anglo-saxons aux États-Unis ait été une bonne chose pour les Sioux, les Navajos et les Indiens d'Amérique, qui étaient 10 millions avant l'arrivée des Européens, qui sont aujourd'hui 300 000 à vivre dans des réserves. On pourrait dire la même chose de l'Australie. Je ne pense pas que l'immigration australienne ait été une très bonne chose pour les Bushmen. Nous sommes les représentants des indigènes, précisément, et nous n'avons aucune haine, aucune hostilité à l'égard d'aucun autre peuple. Nous comprenons qu'un certain nombre de miséreux veulent venir en Europe en espérant une vie meilleure, mais nous pensons qu'il faut s'attaquer aux causes. Et par exemple, pour l'affaire de Lampedusa, il est certain qu'en ayant détruit l'État libyen, si contestable qu'ait été Kadhafi, eh bien, nous laissons la porte ouverte à tous les Africains qui le veulent de s'embarquer sur des radeaux de fortune et d'essayer, au péril de leur vie, de gagner l'Europe. Nous ne faisons rien contre le régime marxiste effroyable qui règne en Érythrée, par exemple. Nous n'utilisons pas intelligemment l'argent de la coopération. Et quand je dis ça à mes collègues, ils répondent « Ah oui, mais il faudrait quand même au moins une immigration choisie pour combler notre déficit démographique ». Alors, à quoi nous répliquons que si la seule réponse à notre déficit démographique, c'est de faire appel à l'immigration, autrement dit, si nous invitons des gens à faire chez nous leurs enfants à notre place, que nous ne faisons pas nous, eh bien, nous avons forfait notre droit à vivre libre sur la terre que nous avons héritée de nos ancêtres. Et puis, je voudrais ajouter une dernière chose, c'est que l'immigration sauvage est détestable, l'immigration choisie est moralement extraordinairement répréhensible. C'est une attitude que je n'hésite pas à qualifier de négrier des temps modernes. Autrefois, on appréciait la valeur des esclaves sur leur dentition ou sur leur musculature. Aujourd'hui, on veut bien qu'il y ait des gens qui viennent du tiers-monde, mais on voudrait les juger sur leur coefficient intellectuel, sur leur niveau d'instruction. Autrement dit, c'est une position officielle de mes collègues que de faire venir ici les cadres formés dont les pays du tiers-monde ont précisément le plus besoin pour leur développement. Ce faisant, ils aggravent la misère dans ces pays-là et ils le font de façon scandaleuse. Quand on fait venir, Jadot me disait, mais par exemple, il y a une majorité maintenant ou un très grand nombre de médecins étrangers qui sont en France et qui exercent en France, dans nos hôpitaux, dans nos cliniques. C'est vrai, mais c'est vrai pourquoi? C'est vrai parce que nous empêchons, par sa politique imbécile de numerus clausus, des jeunes Français qui ont réussi, qui ont obtenu plus que la moyenne à leurs examens de fin de première année, nous les empêchons d'accéder aux professions médicales, cependant que nous faisons venir des médecins de pays du tiers-monde qui auraient le plus grand besoin de ceux qui ont été formés pour assurer un meilleur service de santé dans leur pays d'origine. C'est une politique absolument monstrueuse qui se fait sous des prétextes humanitaires, tout à fait faux, inexact dans le meilleur cas, pervers la plupart du temps, et que nous continuerons à combattre résolument. Merci Bruno Gollnisch. Merci.